Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Arnaud Dubien, qui est directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, également chercheur associé à l'IRIS, et donc avec Arnaud Dubien, on va parler de la Russie et de Vladimir Poutine. Bonjour Arnaud Dubien. Bonjour Pascal. Alors, est-ce que Poutine fait son 4e mandat, mais il commence à être contesté politiquement, les municipales sont pas très bien passées, il y a un mouvement de contestation sur les retraites. Est-ce que l'aura de Poutine est en train de faiblir auprès de la population russe ? Il y a deux choses qu'il faut rappeler. Premièrement, c'est que Vladimir Poutine a été réélu en mars 2018 pour un 4e mandat et qu'il a reçu à cette occasion-là un mandat fort de la population. Mais un mandat ambigu. Ambigu pourquoi ? Parce que le vote Poutine reflète des attentes très différentes, parfois même contradictoires et inconciliables de groupes différents. La population exprime une très forte demande sociale. La bureaucratie, qui est un groupe en soi, souhaite le statu quo. Et les oligarques aussi, et s'inquiètent surtout de l'avenir, de leur patrimoine et de la question de la succession de 2024, question sur laquelle on reviendra probablement. Et puis il y a le gouvernement, les autorités qui évitent de trancher et qui souhaitent probablement optimiser le système sans le remettre en cause, bien sûr. Deuxième chose, le climat politique général en Russie a changé depuis l'été 2018, c'est-à-dire immédiatement après la réélection de Poutine. Il a changé pour une raison qu'on peut aisément comprendre en France, c'est l'adoption d'une réforme des retraites qui a touché l'électorat de Poutine, le cœur de son électorat, un électorat plutôt provincial, conservateur. Bon, la philosophie de cette réforme, c'est le relèvement de l'âge de la retraite, ce que là aussi on connaît assez bien en France, mais avec cette différence que l'espérance de vie en Russie est moins élevée qu'en France. Et donc beaucoup d'électeurs de Poutine ont eu l'impression qu'une sorte de pacte avait été rompu. Et effectivement, ce qu'on voit dans tous les sondages, et il y en a 3 qui sont faits toutes les semaines en Russie, y compris par des instituts qui ne sont pas proches du pouvoir, ce sont les intentions de vote, si l'élection présidentielle avait lieu le dimanche prochain, c'est la confiance, question ouverte, et l'approbation de l'action du président. Dans l'ensemble, on voit que dans tous ces sondages, Poutine a reculé de 20 points. Alors, est-ce que Vladimir Poutine est en danger ? Est-ce que le régime est menacé ? Non, mais il y a une forme de désamour qui, pour la première fois, touche Poutine lui-même, sa personne. On voit par ailleurs, mais c'est peut-être un autre sujet en réalité, même si c'est une manifestation de ce désamour, on a vu, et c'est nouveau, des manifestations à Moscou cet été, lié au refus d'enregistrement de certains candidats d'opposition dites hors système. On a vu que le Kremlin a dû reculer, souvent, c'est intéressant. On a vu, et c'est plus inédit encore et plus intéressant peut-être, en région, à Ekaterinbourg, dans l'Oural, dans le nord de la Russie, Arkhangelsk, des mobilisations spontanées contre soit la construction d'une cathédrale dans le principal parc public de la ville, soit contre un centre d'enfouissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'une part, la société russe n'est pas amorphe, elle n'est pas monolithique derrière Poutine. Ça veut dire aussi que à Moscou et en province, les gens ne se mobilisent pas pour les mêmes choses. À Moscou, on se mobilise pour les droits de l'homme, pour les libertés publiques, contre le régime éventuellement. En province, on se mobilise pour des sujets de vie quotidienne. Pour l'instant, ces deux Russies ne se parlent pas, il n'y a pas de jonction, c'est ça qui pourrait être inquiétant éventuellement. Et pour l'instant, on ne voit pas non plus d'opposants. Alors, il y a Navalny, mais est-ce que Navalny a la taille ? Alors, il est bien sûr bloqué, il subit des pressions, des emprisonnements réguliers, mais est-ce qu'il est si dangereux que cela pour Poutine ? Est-ce qu'il incarne vraiment une alternative au pouvoir de Poutine ? Non, au risque de choquer, et c'est là le paradoxe. Aujourd'hui, il y a deux types d'opposition en Russie. L'opposition parlementaire, c'est-à-dire le Parti communiste, qui est sans doute d'ailleurs le seul vrai parti politique au sens classique du terme en Russie, qui a une position ambiguë, qui critique de façon virulente la politique sociale du gouvernement et l'oligarchie, mais qui est aligné ou presque aligné sur le régime, sur les questions de politique étrangère, et qui parfois même voudrait aller plus loin dans la confrontation avec l'Occident. C'est une opposition finalement très gérable, parfois de façade. Il y a d'autres partis dans cette catégorie-là. Et puis il y a l'opposition dite hors système, extra-parlementaire, dont l'un des leaders le plus connu, effectivement, est Alexei Navalny, qui est un
un avocat à la base qui s'est engagé à politique il y a plusieurs années, parfois sur des créneaux nationalistes, mais qui depuis, pour faire court, 2011-2012, porte un discours anticorruption très fort, anti-régime très fort, et qui de fait incarne cette opposition non ambivalente, totale au régime. Quelle est son audience aujourd'hui? Elle est limitée. Elle est limitée pour deux raisons. D'une part parce que il n'a pas encore, en tout cas, su parler à une majorité de Russes, même si les sujets qu'il traite, et c'est peut-être là l'origine des problèmes qu'il a avec le pouvoir, pourraient en théorie parler à beaucoup de Russes. La corruption, par exemple. L'autre... Navalny, aujourd'hui, si il devait se présenter à une élection présidentielle, par exemple, ferait probablement entre 10 et 15%, à supposer encore une fois qu'il puisse le faire, qu'il ait accès aux ressources, aux médias, etc. Il s'était présenté dans des conditions démocratiques, il faut le dire, en 2013 à les municipales de Moscou. Il avait recueilli 27% des voix. L'une des particularités, et ce qui paraît difficilement compréhensible pour un public occidental, c'est que en Russie, et spécifiquement ce régime, les gens qui le composent considèrent qu'il faut réduire les menaces, qu'elles soient réelles ou virtuelles. Et très clairement, il y a là une forme d'anticipation à l'égard de Navalny. Les gens considèrent aussi que une élection à 80% sans opposants est plus légitime qu'une élection à 51% avec des opposants. Alors, projetons-nous un peu dans l'avenir. Est-ce que Poutine prépare sa succession? Est-ce que, comme certains le disent, il serait tenté pour modifier la Constitution pour se présenter pour un 5e mandat qui serait un 6e de fait? Quelles sont les projections que l'on peut faire en 2019 d'une situation quand même qui aura lieu dans 5 ans? Alors, tout d'abord, il faut dire que tout le monde y pense et pas grand monde en parle de cette échéance de 2024, qui est effectivement le terme du dernier mandat théoriquement possible au terme de la Constitution pour Vladimir Poutine. Personne n'en sait rien. Il n'est pas sûr d'ailleurs que Poutine ait tranché lui-même sur la façon dont il va gérer sa succession ou rester. Donc, on ne peut faire que des hypothèses. Moi, ce qui me paraît clair, c'est que Poutine ne modifiera pas la Constitution pour faire un 5e mandat, et pour faire donc un 3e mandat consécutif. S'il avait voulu le faire, il l'aurait déjà fait. En 2007, à l'époque, je le rappelle, le mandat présidentiel était de 4 ans, il avait terminé ses 2 premiers mandats, il était plus jeune qu'aujourd'hui, même s'il n'est pas vieux, il était beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui, il y avait une vraie demande populaire pour qu'il reste, il a préféré passer le relais provisoirement à Medvedev. Et on peut s'interroger sur les raisons qui conduisent Poutine à respecter les formes. Peut-être que c'est effectivement une forme de formalisme hérité du KGB, ou en tout cas le sentiment diffus que ce qui est faisable en Asie centrale n'est pas très convenable pour un grand pays comme la Russie. Donc a priori j'exclus un 5e mandat. Ce qui me fait dire ça également, c'est que Poutine a été populaire par contraste tout d'abord avec Boris Yeltsin, qui était âgé, qui rappelait furieusement les dirigeants soviétiques du début des années 80. Je ne crois pas intuitivement que Poutine ait envie de terminer comme ça, mais on ne sait pas. Il y a 2 autres scénarios. Il y a le faux départ et le vrai départ. Le faux départ, ce serait peut-être un scénario à la kazakhstanaise. On a vu qu'au Kazakhstan, le président Nazarbayev est parti, mais en gardant un pied dans le système. Il n'est plus président, mais il est chef du Conseil de sécurité nationale et du principal parti. Il garde un œil sur tout ce qui se passe. C'est probablement ce que voudrait l'entourage de Vladimir Poutine, l'entourage au sens très large, y compris les oligarques qui, comme je le disais tout à l'heure, s'inquiètent avant tout de la pérennité de leurs droits de propriété. Le pouvoir, en Russie comme ailleurs, c'est l'argent, et cette question, la question des garanties offertes jusqu'à présent par Vladimir Poutine, est un sujet de grande tension, et une tension qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance. Et puis, il y a le scénario qui, personnellement, me paraît le plus crédible, c'est celui d'un vrai départ. Autrement dit, Vladimir Poutine, en 2024, quittera le Kremlin, quittera le pouvoir, et va donc préparer sa succession. On reviendra sur le casting possible, sur les profils possibles, comment pourrait se faire cette succession. Je voudrais dire que en Russie, il n'y a pas de pouvoir en dehors du Kremlin. Le power from behind, en Russie, ça n'existe pas. Le pouvoir est au Kremlin, et une fois que vous n'êtes plus président, eh bien, vous n'êtes plus grand-chose. Et d'ailleurs, des sources bien informées rapportent que en 2011, lorsque s'est posée la question du retour au Kremlin, ou du non-retour, d'un 2e mandat de Medvedev, ce qui a joué, au-delà de la question libyenne, où il y a eu un accrochage entre les 2 hommes, entre Medvedev et Poutine, c'est que l'entourage de Poutine est allé le voir en lui disant, tu sais, si Medvedev
ferait 6 ans, dans 6 ans on sera plus là. Et donc cette question du pouvoir, des garanties qui sont incarnées par le président est majeure. Ce qui me fait dire qu'il va préparer sa succession. Un successeur, Poutine est un homme d'État qui sera soucieux de la trace qu'il va laisser. C'est quelqu'un aussi, je pense, qui connaît très bien son petit monde. Il sait que ses copains, si j'ose dire, sont capables de dilapider l'héritage en quelques jours, voire en quelques semaines. Intuitivement, je pense qu'il placera quelqu'un de jeune, comme lui en 99. Il fera ce que Elstine avait au moins réussi à faire, il fera qu'il trouve son propre Poutine. Oui, sauf que, et c'est un peu oublié, Poutine est une erreur de casting, en tout cas du point de vue de ceux qui l'ont mis en avant. Il n'a pas fait la politique pour laquelle il avait été mis en avant. Je rappelle que Poutine avait été mis en avant par les oligarques, notamment M. Berezovsky, pour être finalement un homme de paille. Or, d'emblée, Poutine les remet au pas. Alors on peut nuancer, dire qu'il en a fait venir d'autres, certes. Mais en tout cas, l'une des leçons que pourrait tirer Poutine, c'est justement de choisir encore plus soigneusement son successeur. Alors passons au niveau international, c'est que là, dans ce domaine, le succès de Poutine semble incontesté. On dit que Moscou est devenu la nouvelle Mecque du Proche-Orient, vers lequel toutes les capitales se tournent. Il parle à tout le monde, et c'est le seul. Un sommet Russie-Afrique avec plus de 40 chefs d'État à Sotchi. Est-ce que sur le niveau international, on parlera de l'Ukraine par la suite, mais est-ce que dans ce qu'est cette zone Afrique-Proche-Orient, c'est un sans faute de Poutine? Un sans faute, non, parce qu'il faut parler de l'Ukraine. Et je pense qu'il y a eu une grande erreur stratégique, commise d'ailleurs bien avant Poutine, déjà sous Yeltsin, mais on y reviendra. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les positions russes... Proche-Orient, disons, déjà. Oui, Proche-Orient, mais Afrique, même Amérique latine, même si c'est plus marginal, on pourrait parler également même d'autres théâtres. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les perceptions de la Russie sur la scène internationale ont changé, et les perceptions c'est majeur. Je rappelle qu'en 99, lorsque Poutine arrive au pouvoir, Brzezinski compare la Russie au trou noir de l'Eurasie, que des gens parfaitement compétents par ailleurs appellent à penser un monde sans Russie. Voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'imagine un monde sans Russie, et a fortiori un Moyen-Orient sans Russie. Donc oui, c'est important en termes de légitimité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la légitimité d'un pouvoir en Russie, c'est aussi le rayonnement, la grandeur. Pas seulement, et on voit qu'une partie du mécontentement actuel vient de ce que il y a au sein de la population russe la perception d'un décalage entre cette grandeur, ces ambitions, qui sont un moteur, et c'est vrai pour tous les régimes à Moscou depuis des siècles, et le développement intérieur. Mais la question aujourd'hui que certains commencent à se poser à Moscou, c'est est-ce que c'est tenable? La Russie a joué magistralement ses cartes au Moyen-Orient, dans d'autres régions aussi, mais spécifiquement au Moyen-Orient. Elle en avait quelques-unes, mais pas tant que ça finalement. Mais il y a eu d'abord une culture stratégique, une connaissance des théâtres sur lesquels elle opère, une connaissance profonde, linguistique, culturelle, une connaissance intime aussi des leaders de tous ces pays, voire même des mouvements d'opposition, dont certains sont qualifiés de terroristes en Occident. Donc la Russie connaît tout le monde profondément, depuis longtemps. On pourrait parler des Barzani depuis les années 60, par exemple, avec les Kurdes. La Russie donc a joué magistralement ses cartes qui étaient à disposition. La question que certains se posent, est-ce que c'est tenable est-ce que c'est tenable dans un contexte où la Russie certes ne s'est pas effondrée après l'adoption des sanctions occidentales, mais dont on voit qu'elle ne rebondit pas, qu'elle représente entre 2 et 3% du PIB, même si là aussi il faut faire un sort définitif à cette idée souvent véhiculée dans les médias occidentaux selon laquelle la Russie aurait le PIB de l'Espagne ou d'autres. En prix courant, oui, mais ça veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire grand-chose, c'est surtout la parité de pouvoir d'achat. Et là, la Russie est au 6e rang, juste devant la France et juste derrière l'Allemagne. Donc l'idée selon laquelle la Russie sera un nain économique et un géant stratégique, il faut la nuancer aussi. La Russie, en tout cas pour l'instant, parvient à éviter les erreurs de la direction soviétique, c'est-à-dire d'un surinvestissement à l'étranger qui ruinerait le pays. La Russie, pour l'instant, fait des coups avec des moyens assez limités. En Syrie, quelle est la porte de sortie pour la Russie? Parce que c'est you break it, you own it, et donc elle a les séries sur le bras, et personne ne voudra payer la reconstruction de la Syrie tant que Bachar sera au pouvoir. Oui, alors pour l'instant, la Russie n'est pas encore parvenue à convertir en succès politique sa victoire militaire. Elle entre dans le dur, c'est évidemment le plus compliqué, on le voit sur la question de la Constitution, entre autres. La Russie n'a ni vocation, ni l'intention, ni les moyens de reconstruire. Elle va essayer de se payer sur la bête en récupérant, je pense, les gisements pétroliers et gaziers, aujourd'hui d'ailleurs contrôlés par les Américains. Non, ce que voudrait, dans l'idéal,
la Russie, c'est garder la main sur le processus politique et faire reconstruire par les pays du Golfe, pour l'essentiel, peut-être un petit peu la Chine, mais surtout les pays du Golfe, pays avec lesquels d'ailleurs ces relations s'améliorent de façon spectaculaire. Je suis certain que ce sujet a été évoqué lors de la visite de Poutine à Riyad et aux Émirats Arabes Unis à la mi-octobre. Alors le président Macron a fait une interview sensationnelle à The Economist où il parle de l'OTAN en état de mort cérébrale. Bien sûr, ces propos ont été accueillis, Moscou s'en est félicité bruyamment, peut-être un peu trop bruyamment d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a une véritable volonté en Russie de bouger sur l'architecture européenne de sécurité ? Oui, certainement, et de longue date, et on pourrait, sans revenir à Helsinki, Brejnev, parler d'une initiative plus récente, 2009, faite d'ailleurs par le président Medvedev, qui avait écrit à ses homologues occidentaux en proposant de remettre à plat l'architecture de sécurité européenne. J'observe que la réaction de la France et des occidentaux de façon générale est à peu près la même, c'est-à-dire une fin de non-recevoir. Pour des raisons sans doute à la fois très différentes, entre-temps il y a eu l'Ukraine, et finalement, mais aussi assez proches, c'est-à-dire qu'on considère, consciemment ou inconsciemment, que la Russie n'a pas voix au chapitre sur ces questions-là, qu'elle est l'ennemi ou l'adversaire potentiel, et donc on ne peut pas construire avec elle. Je pense que c'est donc c'est à la fois l'État profond et l'OTAN profond. C'est exactement ça. Parfois l'État profond se reconvertissant à l'OTAN profond. Alors oui, il y a un intérêt de fond. Est-ce que les Russes perçoivent ça de façon plus sérieuse cette fois-ci ? En tout cas, ils voient que Macron est plutôt constant. Il y avait eu, je rappelle que Macron finalement était le seul des 4 grands candidats à la dernière présidentielle, c'est-à-dire ceux qui ont fait près de 20%, qui n'étaient pas favorables à une normalisation immédiate et sans condition avec la Russie. Il n'avait pas misé sur le bon cheval. Ceci dit, il y a eu Versailles très rapidement, de façon un peu contre-intuitive, un président qui signale une volonté de repartir d'un bon pied dans une démarche de bonne foi. Entre-temps, il y a eu plein d'incidents, Skripal, Kerch et la Centrafrique, des sujets qui ont empêcher finalement cette impulsion initiale de se matérialiser, mais il s'est produit d'autres événements majeurs à Paris avant même l'interview à The Economist. C'est bien sûr la conférence des ambassadeurs du 27 août et avant cela la rencontre de Brégançon entre Poutine et Macron. Là, conférence d'ambassadeurs où le président Macron, dénonçant l'état profond français, dit que lui, sa politique, c'est un rapprochement avec la Russie. Absolument. Le président Macron prend à témoin sur un ton finalement assez menaçant, sa propre administration, ses ambassadeurs, en leur disant qu'il va mettre en œuvre une nouvelle politique à l'égard de la Russie et qu'ils devront l'appliquer, sans état d'âme, tout en sachant que ces gens-là sont a priori plutôt hostiles, voire même certains franchement hostiles à cette perspective. Il y a eu aussi avant la rencontre de Brégançon qui a permis de faire un large tour d'horizon, d'aborder tous les sujets, évidemment l'Ukraine, la Syrie, la Centrafrique, et donc les Russes voient ça, et je pense qu'ils sont convaincus de la sincérité de la démarche du président Macron. Ils ont compris que Macron n'était pas un néoconservateur, que finalement, sur les questions de politique internationale, il revenait à des positions qu'on pourrait qualifier de gaulo-mitterrandiennes, ce dont ils ne peuvent que se réjouir. Maintenant, il y a beaucoup de bémols. Le premier, c'est la fragilité finalement de Macron, sa relative solitude sur la scène européenne. Est-ce qu'il finalement il a un pouvoir d'entraînement ou est-ce que c'est la voix de la France seule? Est-ce qu'il serait prêt à assumer une voix de la France seule contre ses partenaires sur la Russie? Et je ne suis pas certain qu'ils aient une réponse. Peut-être que la France n'en a pas d'ailleurs à ce jour. Et puis finalement, il y a toujours cette conviction très solidement ancrée à Moscou que les choses sérieuses se décident à Washington. En tout cas sur les questions stratégiques. Alors est-ce que l'élément clé ne pourrait pas être un changement d'attitude sur l'Ukraine? On sent quand même que les choses bougent un peu. Il y a un nouveau président en Ukraine, Zelensky, qui est beaucoup plus ouvert que Poroshenko, qui a fait campagne en parlant russe et qui pourrait d'ailleurs peut-être se voir comme mission historique de se rapprocher de la Russie là où ses prédécesseurs ont échoué. Est-ce que là, il n'y a pas un moment on annonce un nouveau format Normandie pour début décembre. Est-ce que les Russes ont envie, eux aussi, de trouver un accord sur l'Ukraine, ou est-ce qu'ils considèrent que, finalement, tout ceci ne leur coûte pas très cher et qu'il est plus prudent de conserver le statu quo et ce conflit gelé ?
Je crois qu'il y a des débats, alors qui ne sont pas publics parce que les choses sérieuses en Russie se passent en coulisses, surtout les choses très sérieuses et les débats stratégiques. Mais on voit qu'il n'y a pas de consensus, en tout cas qu'il n'y avait pas jusqu'à une date récente de position très arrêtée jusqu'au plus haut niveau de l'État sur la marche à suivre en Ukraine. Que faire avec l'Ukraine? Alors les Russes, comme la France d'ailleurs, comme les Français, comme le président Macron, voient effectivement et constatent que Zelensky ce n'est pas Poroshenko, que finalement Zelensky a été élu sur un programme non pas de normalisation sans condition, mais en tout cas c'est le signe d'un rejet, le rejet du programme de Poroshenko qui était celui d'une rupture totale avec la Russie. Les 3/4 des Ukrainiens n'en veulent pas, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'ils souhaitent se rabibocher à tout prix à n'importe quelle condition avec les Russes. Mais ils ne veulent pas de la rupture économique, humaine, je rappelle qu'il n'y a plus de liaison aérienne entre les deux pays, rupture linguistique, rupture religieuse même avec Moscou. Alors, une fois ce constat fait, où va-t-on? Que veulent les Russes? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que évidemment l'affaire ukrainienne, elle est tragique, elle est complexe. Il y a eu 13 000 morts. Ce n'est pas tout à fait fini sur le terrain, loin de là. Et puis il y a beaucoup d'enjeux pour l'Ukraine, c'est vital. Donc elle ne peut pas, elle a perdu la guerre, il faut le dire. Les accords de Minsk traduisent la défaite militaire de l'Ukraine. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle n'a jamais vraiment mis beaucoup d'allant pour les appliquer. Il y a aussi côté russe la crainte que finalement, s'ils lâchent les gages territoriaux, s'ils lâchent le Donbass, soit il y aurait une opération comme en Croatie en 95 en Krajina, soit que le sujet de l'OTAN va revenir sur la table. Je crois que pour les Russes, le vrai sujet, c'est l'OTAN. Tant que cette phrase du paragraphe du communiqué de Bucarest en 2008 disant que un jour l'Ukraine et la Géorgie seront membres de l'OTAN, tant que tout ne sera pas soldé, je crains que les Russes ne puissent pas ou ne veuillent pas aller beaucoup plus loin sur la question ukrainienne. Ceci dit, je pense que Poutine, contre une partie de sa bureaucratie, de ses généraux, du FSB et d'autres acteurs, comprend l'intérêt à sortir du bourbier et finalement à ne pas laisser à son successeur, par exemple, le dossier ukrainien en friche. Il voit aussi, je pense, qu'il y a une réelle bonne volonté côté français, qu'il y a un affaiblissement relatif de Madame Merkel, qui était, dans le format Normandie, peut-être la personne la plus problématique. Il y a effectivement le facteur Zelensky, qui est quand même le facteur majeur. Et l'accord et les signaux donnés ces derniers jours en vue du sommet Normandie du 9 décembre à Paris sont plutôt encourageants. Mais rien ne sera simple parce qu'il y a encore une fois un enchevêtrement de questions, avec y compris un dossier gazier qui est extrêmement compliqué et qui tombe en même temps. Ça doit être réglé en décembre. Tout ça fait que finalement il y a une fenêtre d'opportunité, très clairement, mais que cette fenêtre... il y a aussi une fenêtre tant que Trump est au pouvoir, parce qu'il est peut-être plus facilement accepté une solution avec Poutine que son successeur. Et est-ce que là, donc, Poutine ne pourrait pas réussir une superbe integale en trouvant un accord qui lui est finalement favorable, qui pourrait commencer à discuter sur la levée des sanctions et qui pourrait peut-être recréer cet axe, cette liaison Moscou-Berlin-Paris? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains sont hors jeu. Ils n'étaient pas présents au format Normandie. Dès le début, c'est la France et l'Allemagne qui ont négocié, qui ont géré ce dossier, ce qui est au plus grand déplaisir d'ailleurs des Américains, avec ce qui se passe depuis quelques semaines, la procédure d'empêchement, avec pour motif l'Ukraine. De fait, les Américains ne sont plus présents dans ce processus, ce qui pose un vrai problème aux Ukrainiens, peut-être aussi aux Allemands, mais moins. Et à l'inverse, ça rend possible certaines choses, et je pense que c'est vu très favorablement, bien sûr, par les Russes. Si Poutine sont intelligents, et je ne doute pas qu'ils sont intelligents, bien sûr, ils signent quelque chose de substantiel à Paris, ils tentent un grand accord avec l'Ukraine. On ne reviendra pas en arrière, ce qui était fait, la Crimée restera annexée par la Russie, mais ça pourrait effectivement d'abord donner du grain à moudre à Macron, y compris en interne ici en France, montrer que ce pari russe n'est pas un pari fou, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Ça peut aussi renforcer ses arguments sur l'OTAN et sur la nouvelle architecture de sécurité européenne. Rien n'est possible tant que l'affaire ukrainienne n'est pas soldée. Mais encore une fois, s'il y a certains signes d'optimisme ces derniers jours, il faut rester prudent parce que les problèmes sont massifs, nombreux, et que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à ce que les choses s'arrangent. La Crimée ne reviendra jamais en Ukraine, mais on a signé les accords d'Helsinki sans reconnaître l'annexion des pays baltes. Donc on peut très bien trouver un accord sans reconnaître l'annexion de la Crimée et finalement en établissant
établissant de nouvelles relations avec Moscou. Effectivement, je crois que la comparaison avec la situation des pays baltes annexés par l'URSS avant la Deuxième Guerre mondiale est très pertinente. Je rappelle que l'or des pays baltes était conservé à la Banque de France pendant 50 ans. L'or a été restitué après l'indépendance en 1990-91. Ça n'a pas empêché ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni d'autres d'aller à Moscou, de discuter avec les soviétiques. On n'oublie pas, disons que le temps de l'actualité n'est pas forcément celui du temps des nations, mais dans le cas de la Crimée, il faut bien comprendre qu'il y a une donnée majeure, même si elle n'est pas toujours agréable à dire et à entendre, c'est que dans tous les cas, une majorité de la population souhaite vivre en Russie. Alors pas toute la population, on pourrait parler des Tatars par exemple, mais il est évident, en tout cas à mes yeux, qu'un référendum conduit dans des conditions parfaitement démocratiques aboutirait à peu près au même résultat. Merci Arnaud Dubien pour ce tour d'horizon aussi bien de politique intérieure que de diplomatie sur la Russie de Poutine.